20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est dans un instant. 2 ans après sa rénovation, le building administratif objet d'un incendie, le feu s'est déclaré au 10e étage. Les sapeurs-pompiers sont parvenus à le maîtriser après 2 heures d'opération. Pour le moment, les causes du sinistre ne sont pas encore connues. Hissène Habré a rejoint sa dernière demeure. L'ancien chef d'État tchadien a été inhumé comme prévu au cimetière musulman de Yoff. Ses funérailles ont eu lieu dans la plus grande sobriété. Flambée des prix de l'huile et du riz dans la région du Nord, près de 10 000 francs de plus sur le bidon d'huile de 20 litres. Une hausse qui inquiète consommateurs et commerçants. Les autorités annoncent d'ailleurs pour le 31 août prochain la tenue du Conseil national de la consommation avec comme ordre du jour la situation des prix des produits de grande consommation. La sempiternelle problématique des inondations au cœur de votre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. L'ouvrage s'intitule Les inondations à Dakar, gestion des risques et adaptation locale. Une synthèse des travaux de recherche sur la question à découvrir avant la fin de cette édition. Et puis en sport, Coupe du monde de beach soccer national s'exprimera dans ce journal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons avec cette grosse frayeur au niveau du building administratif ce matin. Un incendie s'est déclaré au 10e étage. Heureusement, plus de peur que de mal. Les sapeurs-pompiers sont parvenus à circonscrire le feu au bout de 2 heures d'intervention. Alors pour le moment, les origines du sinistre sont inconnues. Certains médias avancent la thèse d'un court-circuit, mais les enquêtes sont en cours pour élucider la source de l'incendie. Aminata Mbaresso, Moudou Diop pour les détails. L'incendie s'est déclaré au 10e étage du building administratif du feu au dernier niveau de cet immeuble à grande hauteur. Dans le cadre des immeubles de grande hauteur, il y a toute une architecture qui a été mise en place, d'où la présence permanente des sapeurs-pompiers. Et heureusement, c'est ce qui nous a permis d'éviter le pire. Il faut comprendre également qu'on avait une unité sur place, une unité de sapeurs-pompiers sur place, donc qui ont, après l'éclatement du feu, ont pu procéder très rapidement à l'évacuation de l'ensemble de l'immeuble. Les sapeurs-pompiers ont déployé les gros moyens pour maîtriser le feu. 24 engins de tout le groupement d'incendie et de secours numéro 1, mais également on a eu le renfort de la compagnie spéciale de sauvetage et de développement, de même que la compagnie du port. Environ 2 heures de temps pour éteindre l'incendie. Un feu vraiment très complexe. Et si vous avez fait attention, vous nous avez vus en fait sur la terrasse. Et qui connaît bien la construction des lieux, c'est que quand même c'est assez périlleux et assez dangereux. Et comme je dis, il y a l'extinction des feux et au-delà de l'extinction, il y a tout un travail qui doit être fait en aval pour s'assurer que fondamentalement qu'il n'y ait aucune reprise de feu. Un court-circuit serait à l'origine du feu. Le building administratif réfectionné a été inauguré en 2019. L'imposant bâtiment qui porte le nom de Feu Mamoudou Dia fait face au Palais de la République. Allez, faisons un peu plus connaissance avec cette bâtisse historique. Cela fait maintenant 68 ans que le building administratif existe. C'est en 1953 qu'il a été construit par l'administration coloniale. En 1958, lorsque la capitale de l'AOF est transférée à Dakar, eh bien, il abrite les archives coloniales, mais aussi les archives du Sénégal. Il faudra attendre 2019, soit 68 ans après, sous le magistère du président Macky Sall pour qu'il soit enfin réhabilité. Des travaux de réhabilitation qui ont coûté 32 milliards à l'État du Sénégal, un montant d'ailleurs contesté par l'ONG spécialisée dans le fact-checking Africa Check. Momodou Fall nous en dit plus. Le building administratif, un bâtiment de 10 niveaux qui abrite toutes les composantes de l'administration sénégalaise, réceptionné en 2019 par le président de la République Macky Sall, le montant dégagé de 32 milliards selon les autorités sénégalaises. Le building dispose de 639 pièces, 408 bureaux, 32 salles de conférence, 9 salles de réunion, 2 restaurants de niveau R1,
12 dortoirs pour les services de sécurité, 53 toilettes individuelles, 61 blocs de toilettes, 12 ascenseurs, 174 places de parking, 23 entrepôts, 67 locaux techniques. Le projet de rénovation a été lancé en 2013 par le gouvernement. Les 25 milliards des 32 ont été financés par la Banque ouest-africaine de développement et l'entreprise Bamba Issa a hérité du marché de rénovation. Travail d'ailleurs qui a satisfait le chef de l'État puisqu'il avait même déclaré que ce n'est pas une rénovation de façade mais plutôt une restauration en profondeur. Le building administratif est transformé en bâtiment écologique pour la bonne maîtrise de l'eau et de l'électricité. D'ailleurs, son système photovoltaïque d'une puissance électrique de 546 kW en est une parfaite illustration. Mais le montant annoncé a été source de discorde. Si l'État annonce et campe sur 32 milliards, Mamadou Lamine Diallo du parti Tekki lui annonce que le bâtiment nous a finalement coûté 40 milliards, un montant confirmé par Africa Check qui renseigne que le coût exact du building administratif réhabilité est de 39 milliards 398 millions 639 francs CFA. Des travaux lancés en 2013 et réceptionnés en 2019, date à laquelle le building administratif a été rebaptisé Building Mamadou Dia. Je vous l'annonçais en titre, Hissène Habré repose désormais au cimetière musulman de Yoff. La cérémonie de son enterrement s'est faite dans la plus grande sobriété. Il y avait tout de même la présence de ses proches, de ses amis, mais aussi de ses voisins, dit Saprera. Désormais, c'est au cimetière musulman Baqiya de Yoff que repose l'ex-homme fort de N'Djamena. De son passage sur terre, beaucoup de choses peuvent être retenues, comme en témoignent ceux qui sont venus l'accompagner à sa dernière demeure. Moi, je retiens de lui, ce que je préfère retenir de lui, c'est le côté positif. C'est le patriote africain. C'est quelqu'un qui aimait son pays d'une manière tyrannique, qui a consacré toute sa vie à combattre. Il a fait de bonnes choses. Je pense plus de bonnes choses que de mauvaises choses. Moi, je ne retiens pas. Je ne dis pas qu'on efface les mauvaises choses, mais dans le rapport individuel, personnel qui me lie à lui, je garde le positif, le grand patriote africain, le grand Tchadien. Je suis très ému et je suis aussi très triste. Parce que tout le monde sait que c'était un combattant africain. C'est quelqu'un qui a contribué grandement à l'histoire de l'Afrique. Mais dans tous les cas, l'histoire lui rétablira sa place. Parce qu'en réalité, il n'a jamais en fait perdu cette place. Le président Hissène Habré, mort, mais laisse derrière lui un héritage. Un de ses fils parle d'un père aimant, mais aussi d'un panafricaniste accompli. Il a été pour nous un père aimant. Il a toujours été à nos côtés. Il nous a appris tant de choses. Souvent, il nous disait: vous êtes ma plus grande richesse. Dans cette injustice qu'il a subie, qui nous a séparés de lui pendant presque plus de 8 années, nous l'avons vu puiser dans tout ce qui a forgé son identité et sa personnalité exceptionnelle. Solide comme un roc pour faire face à cet acharnement sur sa personne. Son engagement pour une Afrique libre, digne, solidaire et fière était profondément ancré en lui. Auparavant, la prière mortuaire s'est déroulée sous haute surveillance policière à la mosquée omarienne, une prière dirigée par Thierno Muntaha Bassirou Tall. À Saint-Louis, la hausse du prix de l'huile et du riz dans toute la zone nord du pays inquiète les consommateurs. Le prix du bidon d'huile de 5 litres est passé de 5 à 7 000 francs CFA. Celui de 20 litres, tenez-vous, vient de 16 à 25 000 francs CFA, quasiment 10 000 francs de différence. Une inflation qui embarrasse même les commerçants chargés de revendre ces produits. Ousseynou Diop, Habib Seck. La hausse des prix de certains produits est confirmée dans le marché local à Saint-Louis. Le prix du bidon de 5 litres d'huile passe de 5 000 à 7 000 francs CFA, celui de 20 litres de 16 000 à 25 000. Une hausse qui inquiète vendeurs et consommateurs. Ils doivent savoir que les femmes sont très fatiguées. Nous, ce que nous demandons, c'est juste qu'elles prennent une décision de baisser les prix de l'huile et du riz. Le bidon d'huile de 20 litres coûte plus de 24 000 francs CFA et le sac de riz coûte 15 000 francs CFA. Vraiment, la hausse des prix est injuste.
Au marché Tendjigen, il est difficile de trouver l'huile. Ici, les commerçants s'interrogent sur la cherté du produit. Nous ne pouvons plus trouver l'huile sur le marché à cause de la hausse. Les petits commerçants comme moi ne peuvent pas acheter l'huile car le litre coûte excessivement cher. Il appartient au gouvernement de réguler le marché. Pour Cheikh Ndiaye, le président du comité d'entreprise des commerçants, seule l'huile et le riz sont en hausse. Il demande surtout aux consommateurs de réclamer leurs factures pour lutter contre cette hausse, surtout dans les grandes surfaces. Oui, l'huile coûte très cher, ça c'est une réalité. Mais le sucre coûte 28 000 francs CFA, rien n'a changé. Le prix est toujours le même sur le marché. Par contre, le prix du riz a connu une petite hausse. Je demande aux consommateurs de réclamer toujours une facture après l'achat de l'huile ou du sucre. Ils sauront si réellement il y a une hausse ou pas. Le prix de l'huile augmente dans la région de Saint-Louis de même que celui du riz. Toutefois, le sucre est vendu au même prix. Dans les marchés, les détaillants ont arrêté la vente de l'huile à cause de la rareté et de la cherté du produit. Et pour être complet sur ce sujet, sachez qu'un Conseil national de la consommation est prévu mardi prochain, le mardi 31 août 2021 à 9h30 à la salle du 4 avril du Centre international du commerce extérieur du Sénégal, le CICES, et ordre du jour, situation des prix des produits de grande consommation, certainement l'occasion de débattre de cette hausse injustifiée, et puis questions diverses, un communiqué signé le ministère du Commerce et des PME. Le bilan du jour à présent, sur plus de 2000 tests réalisés, 100 personnes ont été positives. Il s'agit de 12 contacts, 88 cas communautaires, 11 décès supplémentaires ont été déplorés ce mercredi, 533 patients sont déclarés guéris. 49 cas graves sont actuellement en réanimation et à ce jour, plus de 72 300 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 59 596 guéris, 1717 décès et 11 001 patients qui sont encore sous traitement. Et puis, vous l'avez sans doute constaté, une épidémie de conjonctivite sévit actuellement au Sénégal. Certains spécialistes en santé la décrivent comme faisant partie des symptômes de la Covid. Dans tous les cas, l'ophtalmologue Papa Amadou Ndiaye invite les sujets à se faire dépister à temps, c'est-à-dire dès qu'une gêne est ressentie au niveau de l'œil. Je vous propose d'écouter le spécialiste. Il s'est exprimé en marge du bilan du jour. Quand on est atteint de coronavirus, il peut y avoir au départ des signes oculaires. Ça veut dire que l'ophtalmologiste peut être le premier médecin examiné par les patients. Si vous vous rappelez bien, au début de l'épidémie, c'est un ophtalmologiste chinois qui avait très tôt attiré les pouvoirs publics sur le fait qu'il avait vu beaucoup de manifestations ophtalmologiques, des yeux rouges, qui pouvaient être en rapport plus tard avec le coronavirus. Donc, les patients qui sont atteints de coronavirus peuvent développer un certain nombre de signes que les ophtalmologistes peuvent reconnaître. Il peut s'agir de rougeur, ces patients peuvent se plaindre d'une impression des yeux qui sont secs. Ils peuvent avoir des tuméfactions au niveau des yeux et quelquefois on trouve des lésions qui sont beaucoup plus évoluées, par exemple au niveau de ce qu'on appelle l'UV ou la rétine de ces patients. Mais il faut savoir que certains signes ne sont pas en rapport avec le coronavirus, mais ils sont en rapport avec le contexte de la réanimation et la position qu'on fait adopter à certains patients pour leur éviter les problèmes respiratoires. Le fonds Force Covid-19 passé à la loupe par la société civile, un exercice qui s'est fait avec la contribution d'International Budget Partnership. L'objectif, naturellement, est de voir comment les ressources publiques sont gérées dans un contexte de crise sanitaire. Puis, une fois édifiés, eh bien, ces acteurs de la société civile qui ont pris part à la rencontre que vous allez voir sur ces images se chargent d'éclairer la lanterne de l'opinion publique sur la gestion des fonds. Compte rendu Alassane Ba et Pape Sangone Mbaye. C'est un exercice qui vient à point nommé. Loin des questions politiques, il est opportun aujourd'hui de comprendre comment sont gérées nos ressources publiques dans ce contexte de pandémie. Après avoir participé à la mise en œuvre du fonds Force Covid-19, l'heure est au diagnostic. Nous suscitons d'autres formes de débats qui ne soient pas électorales seulement, mais des débats budgétaires, des débats sur les politiques publiques. Et le comité Force Covid-19
son travail ne doit pas rester dans les tiroirs. On va étudier et voir qu'est-ce qu'il y a comme point fort et point faible pour voir les corrections. On est en fond dans cet exercice-là. Et donc l'exercice que nous avons amené l'État à faire, c'est de dire, d'une part, voilà comment les ressources ont été gérées. Le comité de suivi du Fonds Force Covid fera cette présentation-là et s'en expliquera. Mais d'autre part, vous verrez dans la salle que nous avons des groupements de femmes qui viennent des quartiers défavorisés, nous avons les personnes handicapées, nous avons des acteurs des arts et de la culture, nous avons des acteurs diversifiés et qui souvent ne sont pas invités à la table du dialogue sur les politiques publiques. Les 1000 milliards de francs CFA ont suscité 1000 interrogations. Certains ministères ont été critiqués dans la démarche. Ici, une fois tous les éléments obtenus, il s'agira d'approcher les populations dans toutes les régions pour que tous soient au même niveau d'information. Nous avons prévu, avec l'ONG 3D, l'ex-Africa et OSIDEA, de tourner dans l'ensemble de ces régions-là, où le rapport sera sur une version, bien sûr, sous une version, autant pour moi, synthétisée, traduit en Wolof, en Serer, en Pulaar, en Diola, etc., afin que les Sénégalais, où qu'ils soient, dans la mesure du possible, puissent accéder à ce rapport-là. Il y a eu, au niveau de certains ministères, des efforts de transparence qui sont notés. Mais il y a eu, au niveau de certains autres ministères, quelques laxismes qu'il faut dénoncer et qu'il faut corriger. C'est pourquoi nous prenons le rapport pour en faire une exploitation. Nous, on a déjà dit depuis la rencontre du 17 juillet avec son Excellence Monsieur le Président de la République qu'on est ouvert. On est ouvert à tout le monde. Et on a dit consultation citoyenne. Au sortir de ces travaux, les acteurs espèrent voir qu'une restitution des initiatives de la société civile sur l'évaluation de la transparence liée à la gestion du fonds Force Covid-19 soit faite, mais aussi que l'État soit informé des attentes des populations en matière de redevabilité et de transparence budgétaire. La sécurité des journalistes au cœur d'un atelier initié par l'Association de la presse en ligne, article 19. Les deux organisations sont parties d'un constat, l'épidémie à Covid avec son lot de stress et les nombreuses restrictions qu'elle a imposées a engendré beaucoup de violence au sein de la société et la presse en a pris pour son grade avec des journalistes victimes de brimades, des rédactions caillassées, autant de faits qui ont poussé ces professionnels à réfléchir autour du renforcement de la protection du journaliste. Fatou Bintou Conté a pris part à leur rencontre. C'est une caméra woman, Adja Ndiaye, elle se nomme, raconte les moments atroces passés aux mains de la police. J'attendais mon véhicule de reportage tranquillement pour pouvoir rentrer. C'est là que le policier m'a trouvé sur place pour me demander de déguerpir et m'insulter par la suite. J'ai répliqué, ils ont commencé à me frapper. Ils m'ont mis dans leur fourgonnette pour encore me frapper jusqu'à ce que je perde connaissance. Et jusqu'à présent, au moment où je vous parle, je suis malade. Tout le temps, j'ai des rendez-vous chez le gynécologue. Des journalistes blessés, harcelés, des attaques d'organes de presse, des véhicules détruits. Autant de violences subies par les journalistes durant cette période de Covid-19. Depuis le 3 août 2020, les agressions se multiplient et ça avait démarré par les locaux du journal Les Échos. Et donc nous avons vu qu'ils ont été attaqués, les biens vandalisés. Et donc après, par la suite, il y a eu le cas Adja Ndiaye de Dakaractu. Et pour protéger ces journalistes, l'État a mis sur pied un certain nombre de mesures qui ont posé le problème de la sécurité du journaliste et la violation des droits pour l'accès à l'information. Il est évident qu'eux-mêmes ont accepté qu'effectivement, avec la facilité de la collecte de l'information et de la diffusion instantanée de l'information, il est extrêmement difficile de sérier qui est journaliste et qui ne l'est pas. Il faut remarquer qu'avec la crise sanitaire, les atteintes à la liberté de la presse a été vraiment exacerbée et de façon particulière, surtout la sécurité et la protection des journalistes.
Une information qui va certainement ravir les parents d'élèves qui nous regardent ce soir. Vous le savez, à chaque fois que la rentrée scolaire s'annonce, eh bien les charges augmentent. Il faut les fournitures ou encore renouveler la garde-robe de nos enfants. Eh bien, fini les tracasseries liées au port vestimentaire, du moins pour les préscolaires et l'élémentaire. Le ministère de l'Éducation nationale a instauré l'uniforme pour tous au niveau du primaire. L'autorité vient en effet de commander 4 200 000 tenues aux artisans locaux. Une commande qui a fait l'objet d'un atelier de partage entre les concernés. Mambiram Diouf et Younous Diatta y ont pris part. Compte rendu. Le projet de confection des tenues scolaires prend son envol. 30 milliards sur une période de 3 ans. Le ministère de l'Éducation nationale commande plus de 4 millions de tenues pour la première phase. Dans la première phase, c'est le préscolaire et l'élémentaire qui sont concernés, avec 2 10 000 élèves, ce qui fait une production de 4 20 000 tenues en raison de 2 tenues par élève. Nous avons stabilisé pour le préscolaire de faire une blouse unisexe. Pour l'élémentaire, ce sera une blouse manche courte, sans manche pour les filles et une chemise manche longue, manche courte pour les garçons. Cet atelier qui réunit des organisations professionnelles, des artisans et la tutelle permet d'échanger sur la mise en œuvre de la directive du président de la République sur la confection des tenues scolaires qui sera décentralisée. Nous avons une position nationale de 4 20 000 tenues réparties par région parce que nous avons les besoins de chaque région. Et l'objectif et l'instruction du président de la République, c'est que la commande soit territorialisée. Donc chaque région exprimera ses besoins qui, nous le souhaitons, sera satisfait par les entreprises artisanales de la région. Il y a 3 paramètres qui rentrent dans la fixation du prix. La disponibilité de la matière d'œuvre, la matière première, la qualité et le rapport qualité-prix. Parce que tous ces aspects-là vont intégrer tout le travail que les équipes techniques sont en train de faire pour fixer les prix unitaires des masques. Une décision saluée par le président de la Chambre des métiers qui parle d'une bouffée d'oxygène pour le secteur de l'artisanat fortement impacté par le Covid. Chaque région va confectionner sa commande. Donc ça aussi vraiment c'est une très bonne idée qui va permettre vraiment de relancer les petites et moyennes entreprises artisanales qui ont été touchées par la pandémie. La DER va intervenir sur le modèle de financement des bénéficiaires, mais le ministre de l'Artisanat promet l'équité et la transparence dans l'attribution des marchés. De l'actualité judiciaire, ce litige foncier qui oppose Serigne Moustapha Sy à Serigne Maodo Sy. L'audience s'est tenue ce matin au tribunal de Thiès. Le juge a ordonné une expertise pour délimiter le terrain en question à Thiès, mais aussi à Tivaouane. Un important dispositif sécuritaire a été mis en place pour éviter tout débordement. Le récit est de Cheikh Anta Diop et Saïda Dir. Cette affaire qui oppose Serigne Moustapha Sy, le guide moral des Moustachidines ou le Moustachidad, à Serigne Maodo Sy ibn Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh, après une bataille judiciaire relative à un litige foncier à Tivaouane. Cette affaire ne finit toujours pas de révéler ses secrets. Une autre procédure vient d'être mise en branle par le juge en charge du dossier. Cette fois-ci, il ordonne une expertise pour délimiter le terrain. Maître Amadou Sonko, avocat de Serigne Moustapha Sy. Le tribunal a pris une décision, il a ordonné une expertise, il a désigné le chef du cadastre de Thiès pour faire la situation, la limite du terrain, c'est-à-dire que le terrain revendiqué par l'un et par l'autre. Donc il a désigné le chef du cadastre de Thiès, il a donné un délai de 60 jours pour déposer son rapport. Voilà la décision. Et votre avis personnel? Non, j'ai une décision qui est rendue, je n'ai pas le droit de commenter là à travers la presse. Une nouvelle procédure qui s'annonce en attendant le verdict. Les services de renseignement avaient tiré la sonnette d'alarme sur la situation. Un important dispositif sécuritaire est mis en place. Les forces de l'ordre, munies de leurs lances lacrymogènes et des chars de combat, ont quadrillé la ville de Thiès et celle de Tivaouane. Nous quittons Tivaouane pour le nord du pays, à Kanel. Le programme Xëyu Ndaw ñi, objet d'une controverse entre la COJER et certains membres des conseils communaux
de jeunesse, et cela après que des jeunes appartenant à ces conseils justement ont accusé le ministre de l'Environnement de vouloir caser une certaine clientèle politique à travers le dit programme. Ce que la COJER réfute pour ses membres, eh bien, ce sont des manigances en vue de ternir l'image d'Abdou Karim Sall. Nous écoutons Djibi Diop. Il est président du conseil communal de la jeunesse de Ourossogui. Le recrutement dont il parle n'est en rien une corrélation politique. Dans tous les 45 départements du pays, il n'y a qu'une infinie partie dans le département où il y a une bande malhonnête et mal intentionnée qui s'est permis de faire du bruit pour ne rien dire. Voilà une preuve évidente que c'est une question purement politique orchestrée par ces derniers qui n'ont jamais fait de pourquoi tu veux m'agresser comme ça, Pierre Da Silva? C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, nous, la jeunesse départementale de Kanel, disons que les mots ne suffisent plus. Le temps est à l'action, comme le nombreux cas de ces zones qui, partout à travers le pays, ont pu bénéficier de ce programme Xëyu Ndaw ñi. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rapprocher de l'autorité administrative compétente, le préfet de Kanel qui a supervisé toute la procédure. Aujourd'hui, plus que jamais, nous rappelons à Harouna Dia et son frère que la jeunesse ne sera plus l'agneau du sacrifice avec leur coutume de 2000 francs par jeune. Parce qu'elle constitue un cauchemar à la fois pour les populations, mais aussi l'État qui a la lourde charge de régler le problème. Les inondations sont au cœur de votre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction ce jeudi. L'ouvrage s'intitule justement Les inondations à Dakar, gestion des risques et adaptation locale. Au total, plus de 300 pages pour se pencher sur l'urbanisation, l'aménagement, la cartographie du territoire, avec la contribution de 11 chercheurs aux profils différents et éclectiques, découverte avec Ibou Diouf. Un ouvrage, 3 axes majeurs et 11 experts pour porter un regard sur la problématique des inondations au Sénégal, l'extension périurbaine comme l'une des conséquences de cette situation. Pour vous dire que la question de l'urbanisation elle est essentielle, sur des budgets d'investissement autour de 338 milliards, si je me souviens, les 275 milliards, c'est l'une des actions, parmi tant d'autres, qui est la restructuration et la régularisation foncière qui consommait presque 275 milliards. Certains pensent que le plan décennal, l'essentiel, c'est des ouvrages, c'est des bassins et ainsi de suite, mais au fait, les 63%, c'était de la restructuration du relogement. Dans cette réflexion qui porte sur les inondations à Dakar, gestion de risque, les experts n'ont pas manqué d'insister sur les institutions peu stables. Mais moi, je me pose des questions sur la politique territoriale au Sénégal. Pourquoi on ne lui fait pas jouer un rôle de premier plan? Mais il y a énormément de choses. Je dis même sur la question des secours. Qui mieux qu'une collectivité territoriale investie par les populations est plus en mesure de les préparer, d'avoir un répertoire des zones à risque, des populations vulnérables, ainsi de suite, ainsi de suite. Il est aussi proposé dans ce livre une étude des écosystèmes humides et le rapport dans la gestion des inondations. Vous savez, la région de Dakar, elle s'est presque étendue en comblant lac, mar, marigot, étang. Mais mon Dieu, ces espaces humides nous auraient sauvés. Si on avait pu les préserver, ils nous auraient sauvés. L'ouvrage apporte aussi des réponses à certaines préoccupations soulevées et en rapport avec le dérèglement climatique. D'accord, mais quelles sont les pluies qui ont lieu sur notre territoire qui n'existaient pas avant? Quelles sont les pluies auxquelles nous sommes en train de faire face qui n'ont pas eu lieu dans le passé? Non, elles ont eu lieu toutes dans le passé. Donc la question de l'urbanisme est essentielle. La question institutionnelle, comme je le disais, est essentielle. Cet ouvrage offre des connaissances approfondies, des questionnements sur aussi des pistes de décision, d'action pour tous ceux qui, à des degrés divers, participent à la recherche de solutions. Allez, la page des sports à présent, au bout du suspense. Qualification historique en demi-finale de la Coupe du Monde. Un match à jouer ce samedi face au Japon, mais sans 3 cadres de l'équipe. Le récit est signé Chersadi Boudjara. En Russie 2021. Les Lions du Sénégal qui sont entrés dans l'histoire du beach soccer en étant la première sélection africaine qualifiée pour les demi-finales d'un mondial. C'est l'avis du manager général de l'équipe nationale de beach soccer, Ibrahim Ndiaye Chita, qui révèle que les joueurs ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Nous retrouvons Chersadi Boudjara.
Se faire mener 3-1 par le Brésil à 5 minutes d'une fin de match, revenir sur le Brésil et le battre en fin de compte, c'est pas aussi simple. Aussi simple. Et du foot, nous passons au basket. Sur les 6 derniers mois, le Rwanda a accueilli différentes compétitions internationales. C'est à se poser la question pourquoi le pays de Kagame est devenu si prisé. Eh bien, la réponse nous vient de son Excellence Doudou Sow, ambassadeur du Sénégal à Kigali. Il assure que par le respect de toutes les mesures, surtout en cette période de pandémie, le Rwanda présente des gages de sécurité qui rassurent les organisateurs. Il s'est entretenu avec nos envoyés spéciaux Mamfatou Ndoye et Massaya Ndiaye. Le Rwanda est un pays qui se positionne de plus en plus par rapport à l'organisation des événements sportifs. Rien que pour cette année, voilà, il a cité la balle, on peut citer le Tour du Rwanda de cyclisme, on peut citer le marathon international de Kigali, il y a donc l'afro-basket, il y a le championnat de volley, etc. qui doit venir. C'est un choix délibéré. C'est un choix délibéré qui repose sur l'existence d'infrastructures. C'est vrai que dans le contexte actuel, c'est d'autant plus difficile, mais comme je l'ai dit tout à l'heure également, qui repose sur une gestion extrêmement rigoureuse de la pandémie. C'est-à-dire que les gens, à mon avis, n'ont pas peur de venir ici. Pour la balle, je disais tout à l'heure qu'on a correspondu, en fait, on s'est appelé au téléphone avec les responsables de l'AS Douane, tous les jours pratiquement, mais jusqu'à présent, on ne s'est pas vu. Il y a 3 jours, nous avons été à l'hôtel des Lions pour leur souhaiter la bienvenue. On n'a pas pu entrer. On n'a pas pu entrer parce que les gens ont établi un protocole extrêmement strict. Et je crois que ça, c'est rassurant pour les gens qui doivent organiser quelque chose. Quand ils se disent « nous devons organiser en Afrique », ils voient un peu les possibilités qu'il y a. Ils se rendent compte qu'au Rwanda, on peut organiser des choses en mettant en place un protocole strict et que ce protocole-là soit respecté par tout le monde. Il n'y a pas de passe-droit. Foot toujours, mais cette fois-ci à l'international, avec la Ligue des Champions qui va reprendre ses droits à partir de ce 14 septembre. Pour la phase de poule, le tirage au sort a eu lieu ce jeudi à Istanbul, la capitale turque. 8 lions sont engagés dans la compétition, entre autres Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye et Edouard Mendy. Le point, c'est avec Ibrahim Akan. C'est une année de consécration pour le portier sénégalais. Vainqueur de la dernière Ligue des Champions et de la Super Coupe d'Europe avec Chelsea, Edouard Mendy vient de s'adjuger le titre de meilleur gardien UEFA de la saison. Un titre décerné ce jeudi à l'occasion du tirage au sort de la phase de groupe de la C1. Logé dans la poule H, Chelsea d'Edouard Mendy défiera la Juventus de Turin, le Zénith Saint-Pétersbourg et Malmö. Autre lion engagé dans cette prestigieuse compétition, Idrissa Gana Gueye du club de la capitale. Ghana et les siens auront l'occasion de prendre leur revanche sur Manchester City, avec qui ils partagent le groupe A, complété par le FC Bruges de Youssoupha Badji et les Allemands du Red Bull Leipzig. Liverpool de Sadio Mané, quant à lui, est dans le groupe B avec l'Atlético Madrid, champion d'Espagne, le FC Porto et le Milan AC de Fodé Ballo-Touré. Recruté par Villarreal, Boulaye Dia va découvrir cette année la coupe aux grandes oreilles. Le sous-marin jaune se retrouve dans le groupe F avec Manchester United, l'Atalanta Bergame et Young Boys de Berne. Le Real Madrid et le FC Barcelone, quant à eux, sont respectivement logés dans la poule D et la poule E. À noter que la compétition va démarrer le 14 septembre prochain. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite, la version française du Soir d'Info. Quand Binta Diallo est là, ça veut dire qu'on va parler politique. Elle anime l'émission avec Barthélémy Ngom et ils reçoivent tous les deux Mamadou Ndiaye, membre de la coalition Jotna. Bonne suite des programmes sur la TFM. Bon week-end.